bonjour à ceux qui nous rejoignent. Deuxième partie de cette matinale d'info avec Territoire d'info et l'invité politique en direct sur ce plateau. Ce matin, c'est Nadine Morano. Bonjour. Bonjour. Ouverture du 100e congrès des maires de France ce matin. Édouard Philippe et une quinzaine de ministres s'y expriment avant le président jeudi. Est-ce que c'est une opération reconquête des élus locaux ou est-ce trop tard pour vous ? Je dirais d'abord que c'est un exercice habituel et quasi obligatoire de respect par rapport aux élus locaux qui sont les partenaires Mais dans ce climat aujourd'hui Dans ce climat, c'est plutôt une séance d'explication obligatoire. Le Premier ministre comme le Président de la République doivent rendre des comptes. Quand vous regardez les efforts financiers qui sont demandés aux collectivités locales aujourd'hui, près de 13 milliards d'euros, j'attends du Président de la République qu'il explique aux maires comment, avec ces efforts sur les dotations, mais comment aussi avec la suppression de la taxe d'habitation qui, d'ici à 2020, va coûter 20 milliards d'euros. Donc 20 milliards d'euros, comment est-ce qu'il les trouve pour permettre aux collectivités de pouvoir encore investir dans leur propre commune ? C'est grave. Vous savez, on fait des effets d'annonce comme ça, on vous supprime la taxe d'habitation. D'accord ? Mais après, comment est-ce qu'on fait pour les investissements dans les communes ? C'est ça aussi la réalité qu'on cache aux Français. Moi, je dis qu'il faut jouer carte sur table et le président de la République doit s'expliquer. C'est peut-être ce qu'il pourrait annoncer dès jeudi. Est-ce que vous croyez au Père Noël ? Parce que visiblement, il va arriver avec quelques petits cadeaux. Non, mais je pense que pour un banquier, il dépense beaucoup. Il sait économiser quand c'est ses propres intérêts, mais pour le reste, je trouve que sa gestion n'est vraiment pas à la hauteur. Excusez-moi. Nadine Morano, vous parliez tout à l'heure de la suppression de la taxe d'habitation. On sait que ça va être un grand sujet cette semaine. Est-ce que selon vous, il y a rupture d'égalité entre les citoyens ? Il y a rupture d'égalité sur la fiscalité, mais surtout, c'est le vrai sujet. C'est comment est-ce que vous donnez aux collectivités locales. Je rappelle que la taxe d'habitation, ça représente 10% des collectivités territoriales. Mais vous savez qu'il y a une partie des élus qui veulent aller jusqu'au Conseil constitutionnel pour rendre cette mesure anticonstitutionnelle. Oui, mais je pense que ça mérite d'être tenté. Parce que pour l'instant, on a l'impression d'une menace, mais qu'on ne va pas au bout. Vous demandez aujourd'hui aux parlementaires d'aller jusqu'au bout. Moi, je dis que je demande surtout au président de la République d'expliquer devant la Fédération du bâtiment, devant la Fédération des travaux publics, comment est-ce qu'il va combler ce manque par la taxe d'habitation, où il trouve les 20 milliards. C'est ça que je veux entendre de la part du président de la République, où il trouve les 20 milliards pour compenser cette perte de taxe d'habitation aux collectivités locales. On demande énormément d'efforts aux collectivités locales. D'ailleurs, je dirais, on demande énormément d'efforts toujours aux mêmes et aux citoyens les plus modestes. Je rappelle que les retraités, vous le savez, vont être augmentés sur leur CSG. C'est un pouvoir d'achat important pour les retraités modestes. Et en fait, Emmanuel Macron fait une politique pour les très riches. Voilà, c'est ça la vérité. Pour ceux qui l'ont contribué à faire sa campagne, de toute façon. C'est surtout ça la vérité. Donc vous n'êtes pas comme un François Baroin qui dit par exemple que d'un côté il y a cet amateurisme sur les territoires, mais qui salue quelque part l'audace du président de la République. Dans la politique du président. Non, je ne vois pas en quoi il y a de l'audace dans la Par exemple, la gouvernance du président de la République. Sur la fortune, ce que la oui, mais en créant un nouvel impôt qui est l'impôt sur la fortune immobilière, c'est pas du tout ce que nous aurions fait. Ensuite, ce qui a été voté par les ordonnances sur certains ajustements sur le code du travail, c'est bien, je les aurais votés moi-même, mais ça va pas assez loin. Je veux dire, à partir du moment où vous passez par les ordonnances, par le procédé des ordonnances, autant aller beaucoup plus loin et s'attaquer au seuil pour les entreprises. Il aurait pu les monter à 100 ou à 200 pour les PME, ce qu'il n'a pas fait. Donc en fait, il est resté dans des petites mesurettes. Non, il n'y a pas d'audace. En plus, quand je vois sur la politique européenne, voilà quelqu'un qui est un fédéraliste, voilà quelqu'un qui est un immigrationniste et qui ne tire absolument pas les conséquences de ce qui se passe en Allemagne. Mais il faut parler aussi quand même de votre parti, de ce que Laurent Wauquiez a dit en meeting hier soir. Il a fermé à double tour la porte à une main tendue qui avait été faite par Marine Le Pen sur un plan national. Par contre, sur le plan local, sur le plan, on va dire, sur prochaines élections municipales, est-ce que ça exclut toute forme d'accord sur un plan local ?
entre le Mais FN vous vous et les rendez LR. compte que essayez de regarder ce qu'essaye de faire Marine Le Pen en fait. Elle cherche une bouée de sauvetage. Vous avez bien vu qu'elle est totalement coulée depuis les élections présidentielles, que le désastre du débat face à Emmanuel Macron a montré qu'elle était vraiment pas en situation de gouverner, qu'elle n'en avait ni les compétences ni les idées réalistes pour gérer ce pays. En fait, le Front National n'est pas un parti de gouvernement, c'est un parti de contestation. Mais est-ce qu'on peut faire des alliances par la base? Mais pourquoi faire? Non mais dans quel but? Vous savez, moi je regarde... Dans le but, il y a 11 millions, il y a 11 millions d'électeurs il y a qui 10 ont voté millions pour Marine Le Pen. 600 000 électeurs qui ont voté le Front National au deuxième tour de l'élection présidentielle. Et évidemment, ces électeurs nous intéressent comme tous les autres électeurs de France. Mais il faut se poser les bonnes questions. Et quand vous regardez les études qui ont été menées après les élections présidentielles, quelles sont les motivations pour les électeurs à voter Front National? C'est d'abord la lutte contre l'immigration illégale et la lutte contre l'islam radical. Et très loin derrière viennent les sujets économiques. Enfin, personne n'ira vous dire que le programme économique de Marine Le Pen, c'est ce qui va permettre à la France de retrouver sa compétitivité. Personne n'y croit. D'ailleurs, vous savez très bien, et vous avez vu, qu'elle ne sait pas si elle veut sortir de l'euro, rester dans l'euro, comment elle veut faire. Donc, elle est dans des systèmes où elle s'est aperçue que les Français ne voulaient pas sortir de l'euro, elle ne voulait pas sortir de l'Union européenne. Nadine Morano, depuis hier, Emmanuel Macron reçoit les principaux responsables politiques pour leur parler d'Europe et des futures élections. Est-ce que vous êtes favorable, vous, à des listes nationales, vous, Nadine Morano? Non, je pense que, vous savez, les Français, les citoyens européens dans leur ensemble, attendent de l'Europe plus de protection et de proximité de leurs élus. C'est un moyen, ça. Mais là, si vous avez des listes nationales, vous risquez d'avoir dans certaines listes des apparatchiks. On sait très bien que pour avoir des listes nationales qui tiennent un peu la route, il faut des personnalités qui sont à la fois connues, médiatiques, alors des listes régionales vous permet d'avoir des élus aussi de terrain qui sont enracinés, qui habitent dans ces régions, qui y vivent et qui reçoivent dans leur permanence les acteurs de la vie économique, les chambres de commerce, les agriculteurs, qui sont un interlocuteur. Vous savez que les régions gèrent les fonds européens. Donc, on est, à travers les comités de suivi, on a des relations permanentes avec les élus. Et donc, les citoyens européens attendent cette proximité. Et j'observe, quand j'entends Emmanuel Macron parler, pour l'instant, il n'a pas pris de décision sur cette histoire de liste nationale. Il consulte. Que dirait Laurent Wauquiez, si vous pouvez le conseiller? Vous savez que Bernard Accoyer a été reçu hier avec Franck Proust et qu'il a dit très clairement que nous étions attachés aux listes régionales, redécoupées avec les régions qui ont été faites par le précédent gouvernement. Mais des listes transnationales, non. Je vous parlais de proximité, n'a pas besoin de faire des listes transnationales. Et puis j'observe que Emmanuel Macron, dans ses discours, ne tire pas les conséquences de ce qui se passe en Allemagne. Vous vous rendez compte que depuis les dernières élections législatives en Allemagne, la CDU a reculé de 65 sièges et l'extrême droite en a 97 aujourd'hui. Ça n'est jamais arrivé d'avoir un député d'extrême droite au Bundestag depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Les conséquences. Il n'en tire pas les conséquences sur la crise migratoire. Quand je vois qu'il accueille encore des réfugiés, quand je vois qu'il a une politique migratoire dans un seul sens, jamais sur la politique nécessaire d'expulsion, moi je demande par exemple à ce qu'on arrête de créer des places de réfugiés, mais à ce on double les places en centre de rétention administrative. Et quand on regarde ce qui se passe dans la jungle de Calais, les chiffres sont éloquents. Il faut savoir qu'en 2016, en Pas-de-Calais, 57 468 étrangers en situation irrégulière, donc qui ont été contrôlés en situation irrégulière, seulement 1905 ont été éloignés. Vous imaginez, il n'y a aucune politique de reconduite sur ce territoire national en France. Et aujourd'hui, on nous dit l'espace Schengen, on vous dit que l'Europe est une passoire, mais la France, c'est pire qu'une passoire, c'est devenu une raquette. Et on a sur ce territoire maintenant, parce que vous parlez de la politique de M. Macron, mais qui augmente dans le budget de 2018 à hauteur de plus de 200 millions l'aide médicale d'État, non 118 millions pour être exact, l'aide médicale d'État, qui nous coûte maintenant globalement près de 1 milliard d'euros par an. Alors vous calculez l'aide médicale d'État, 1 milliard d'euros par an, l'accompagnement des mineurs non accompagnés, 1 milliard, plus la politique d'asile, plus l'aide au développement, le contribuable français, je trouve, paye beaucoup. Sur toute cette question de politique migratoire, mais des questions européennes, Jean-François Copé alerte hier et il dit que vous allez ressembler, les LR, à une forme de Tea Party rabougri. Vous l'entendez ça?
Non, mais vous savez, c'est un peu le jeu quand il y a une élection interne dans un parti. Certains font des déclarations. Moi, je suis très contente que nous ayons ces élections internes. Nous allons sortir d'une passe difficile. Et je constate d'ailleurs par le nombre d'adhérents qui a été publié dans le journal du dimanche hier que les Républicains est le premier parti de France en termes de vrais adhérents. Parce que vous avez En Marche et la France Insoumise qui, eux, revendiquent beaucoup plus d'adhérents, mais des adhérents virtuels. Il suffit juste de cliquer sur newsletter. Alors que nous avons des vrais militants qui s'engagent, qui payent leurs cotisations, qui participent au débat. Eh bien, les Républicains, avec encore 100 députés qui ont été élus, donc nous avons 245 parlementaires, plus les parlementaires européens, nous sommes la première force d'opposition dans ce pays. Une force d'opposition qui est divisée, notamment sur l'Europe. Est-ce que c'est une ligne de fracture chez les Républicains, l'Europe ? Mais vous savez, là, nous avons reçu Laurent Wauquiez la semaine dernière au Parlement européen devant la délégation. Et franchement, j'ai trouvé que son discours, tout comme la tribune qu'il a écrite dans le Figaro, l'interview qu'il a donnée dans le Figaro la semaine dernière, correspond à l'idée que nous avons de l'Europe. Et nous aurons un débat tous ensemble pendant l'année qui va venir sur l'Europe. Nadine Morano, j'ai une question un peu personnelle. Que pensez-vous du destin un peu fauché de ces femmes qui ont été ministres sous Nicolas Sarkozy ? Comme vous, Nathalie Kosciusko-Morizet, on va dire Ramayad, on va dire en partie Rachida Dati, Fadela Amara. Pourquoi ça n'a pas marché ? Mais pourquoi d'abord vous dites fauché ? On les voit moins, elles sont moins en pointe dans le débat politique, elles ne sont plus aux responsabilités. Elles ne sont plus, pardon, mais Rachida Dati est députée européenne, elle est maire du 7e arrondissement de Paris, et elle travaille beaucoup, notamment sur les questions de radicalisation. Elle n'est pas dans la campagne de Laurent Wauquiez, elle n'est pas... Ces femmes-là ont un peu disparu de la loupe. Non, enfin, peut-être que Nathalie a pris du champ après sa défaite aux élections législatives, mais moi je vois Vous voyez entre vous ces femmes qui ont été ministres de Nicolas Sarkozy ? On se voit régulièrement. Rama, non, mais elle a choisi un autre parcours. Et en même temps, vous savez, nous, on répond à des invitations médiatiques quand elles nous ont faites et on les choisit. Elles sont invitées chez nous régulièrement. Et moi, je suis très heureuse de venir chez vous. Il y a d'autres plateaux où on n'est pas invité. Donc, mais au-delà de ça, est-ce qu'on assiste à un changement de génération au sein des LR ? Pourquoi le changement de jeune ? Alors ça, vous savez, c'est pareil, là, c'est cette culture du jeunisme, cette tyrannie du jeunisme. Moi, je crois que dans une société, je vous vois sourire, on a besoin de tout le monde. On a besoin des jeunes avec un peu moins d'expérience, des plus âgés pour transmettre l'expérience et puis parce qu'on a toujours notre mot à dire. Alors je ne sais pas quand est-ce que ça s'arrête. Vous savez, c'est pas ça, c'est que je ne sais pas à quel âge ça s'arrête. C'est ça le sujet.